Alors pour terminer, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut. Bonjour. Brest-Litovsk, le traité de Brest-Litovsk, donc un exposé pour revenir sur cet événement qui est bien souvent minoré par les spécialistes, pour notamment une raison, c'est que dès novembre 1918, il a été abrogé après la révolution allemande de novembre et la capitulation allemande. Pourtant, ce traité de paix, qui a été conclu donc le 3 mars 1918 entre une toute jeune Russie révolutionnaire qui était encore balbutiante, flageolante sur ses jambes, d'un côté, et puis de l'autre côté, les vieux empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie, ces empires qui étaient considérés comme éternels parce que loin de la grâce divine, eh bien, cette rencontre était proprement historique et elle répondait à première vue à l'aspiration de tous les peuples d'un côté comme de l'autre, des peuples éreintés, saignés par près de 4 ans de guerre. C'est l'image que l'on a du traité de Brest-Litovsk. Et pourtant, c'est une image qui est simplement une image de première vue. Parce que le traité de Brest-Litovsk représente toute une série de points très importants pour l'histoire, et notamment autour des pourparlers eux-mêmes et de la politique bolchevique autour de ces pourparlers qui vont précéder la signature du 3 mars 1918. Cette situation a vu tout de même quelque chose de tout nouveau. C'est la première apparition de la Russie soviétique sur la scène diplomatique internationale. C'est également une délégation russe qui a un mandat très spécifique, aboutir à une paix sans annexion ni indemnité entre les différentes parties. C'est une délégation russe de 28 membres. Ils étaient 14 du côté des empires centraux, galonnés et cintrés dans leurs uniformes. La délégation russe, c'est 28 membres. Elle est composée d'ouvriers, de soldats, de marins, de femmes. Il y a un paysan qu'on a trouvé à la dernière minute, qui a bu un peu trop, nous dit Trotsky, lors du premier repas. Et cette délégation de 28 membres représente le peuple russe qui a mandaté le nouveau pouvoir révolutionnaire. Brest-Litovsk, c'est aussi des discussions sans concession aucune au sein même des instances du jeune pouvoir révolutionnaire, entre les partisans de la poursuite de la guerre, les socialistes révolutionnaires de gauche, les communistes de gauche, avec Boukharine notamment, et puis les partisans du ni guerre ni paix, comme Trotsky, et puis les partisans de la paix immédiate, coûte que coûte, comme Lénine. Le traité de Brest-Litovsk, c'est aussi le début de la fin du monde d'hier, comme l'écrit Stefan Zweig dans son roman, le titre de son roman. C'est le début de la fin du monde d'hier, c'est la chronique de la chute annoncée, après celle du tsar Nicolas II, des dynasties ancestrales réputées éternelles. Et puis, dernier point, c'est aussi l'annonce de la révolution allemande de novembre 1918. Face aux puissances du monde, face aux empires centraux comme face à la triple entente, Trotsky rappelle dans son livre autobiographique « Ma vie », nous ne tenions que Pétrograd. Le traité de Brest-Litovsk prend donc une importance toute particulière dans l'histoire de l'humanité, à condition, bien sûr, de se placer du point de vue du progrès humain. C'est une évidence. Alors, faisons un bond dans le temps. 10 ans plus tard, en 1927, un proche compagnon de Lénine et de Trotsky, Adolphe Ioffe, qui avait conduit la toute première délégation à Brest-Litovsk, va mettre fin à ses jours parce qu'il est terriblement malade, épuisé, et puis la réaction thermidorienne s'annonce, la bureaucratie stalinienne commence à persécuter la vieille garde bolchevique,
Et Adolphe Joffé écrit une lettre, après avoir pris la décision de se suicider, il écrit une lettre à Léon Trotsky pour lui expliquer son geste et pour lui dire certaines choses. Dans cette lettre, Adolphe Joffé revient sur sa situation où il souffre terriblement. Il explique que ça fait près de 30 ans qu'il milite de toute son âme pour la Révolution, pour le progrès humain, mais que là, il considère qu'il ne peut plus rien faire, qu'il est obligé de baisser les bras, et puis qu'en outre, il est trop persécuté, puisqu'un coup on lui dit qu'il faut qu'il aille se faire soigner à l'étranger, après on lui dit que ça coûte trop cher, après, etc., etc. Donc il voit bien qu'il n'y a aucune issue, et donc la seule solution pour lui est de mettre un terme à sa vie. Et il conclut sa lettre à Trotsky en disant « Cher Lev Davidovitch, nous sommes unis par 10 ans de travail en commun, et je le crois aussi par les liens de l'amitié. Et cela me donne le droit, au moment de la séparation, de vous dire ce qui me paraît être chez vous une faiblesse. Je n'ai jamais douté que vous étiez dans la voie juste, et vous le savez. Depuis plus de 20 ans, y compris dans la question de la révolution permanente, j'ai toujours été de votre côté. Mais il m'a toujours semblé qu'il vous manquait cette inflexibilité, cette intransigeance dont a fait preuve Lénine, cette capacité de rester seul en cas de besoin et de poursuivre dans la même direction parce qu'il était sûr d'une future majorité, d'une future reconnaissance de la justesse de ses vues. Vous avez toujours eu raison, Lev Davidovitch, en politique, depuis 1905, et Lénine le reconnaît également. À l'heure de la mort, on ne ment pas, et je vous le répète aujourd'hui. Mais vous vous êtes souvent écarté de la position juste pour privilégier une unicité, un compromis dont vous surestimiez l'importance. C'était une erreur. Je le répète, en politique, vous avez toujours eu raison, et maintenant vous avez plus que jamais raison. Vous êtes dans le vrai, mais la certitude de la victoire ne peut résider que dans une intransigeance résolue, dans le refus de tout compromis inutile, ce qui est le secret des victoires de Vladimir Ilitch. J'ai souvent voulu vous dire tout ça, mais je ne m'y suis décidé que dans le moment où je vous dis adieu. Je vous souhaite force et courage, comme vous en avez toujours montré, et une prompte victoire. Je vous embrasse. Adieu. Dans ce mot de Joffé, il y a toute la situation au cours des pourparlers de Brest-Litovsk. Parce que Brest-Litovsk, ça va être aussi le cadre d'un désaccord à mi-terme des pourparlers entre Lénine et Trotsky. Trotsky étant effectivement soucieux de préserver un compromis entre les différentes tendances qui s'expriment, les 3 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors que Lénine défend bec et ongle, dès le début, sa position de la paix tout de suite, quitte à être minoritaire. Mais somme toute, si on y réfléchit a posteriori, l'utilité de la position de Trotsky est certaine. Elle a sans doute évité, je veux dire, le choc frontal entre 2 positions qui étaient en apparence inconciliables. Mais avant d'en venir aux motivations qui poussent Lénine à militer pour la conclusion d'une paix immédiate, je voudrais rappeler brièvement le contexte russe. Le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, et le meurtre de son épouse par le nationaliste serbe Princip, qui est membre du groupe nationaliste Jeune Bosnie, reste dans un premier temps dans un conflit limité à l'Autriche-Hongrie et à la Serbie. Mais le régime tsariste de Nicolas II, qui est bien mal en point, qui souffre d'une forte contestation et d'une forte mobilisation de l'opposition dans le pays, voit une opportunité dans le fait de prendre position pour la Serbie contre l'Empire austro-hongrois en ayant pour objectif de diminuer l'influence de l'Empire austro-hongrois dans les Balkans. L'alliance franco-russe qui va voir le jour avec la visite de Poincaré en juillet 1914 va encourager le régime tsariste à mobiliser et à engager la mobilisation de 10 millions d'hommes, disent-ils, 10 millions d'hommes qui vont donc être pris essentiellement dans les campagnes. Et c'est ce qui va conduire l'Allemagne à déclarer la guerre aussitôt la mobilisation déclarée en Russie.
Pour le tsar Nicolas II et pour tout son entourage, c'était là une occasion formidable de créer l'union sacrée derrière Nicolas II et de bâillonner les révolutionnaires. 10 millions d'hommes, donc, en objectif de mobilisation. C'est le fameux rouleau compresseur russe qui excitait l'état-major français. En fait, ça sera bien moins que ça. Il y aura 7 millions d'hommes qui seront mobilisés et seulement 1 million en première ligne. 1 million d'hommes constitués de paysans maltraités, sous-alimentés, sous-équipés, sans entraînement au combat. Bref, très vite, après quelques premiers petits succès, l'armée russe va subir notamment une lourde défaite à Tannenberg le 10 août 1914, et puis le front va devenir une véritable passoire. La Pologne et la Lituanie vont être envahies par l'Allemagne, et les armées russes subissent des pertes très lourdes, 1 million de morts, 900 000 prisonniers, de très nombreux blessés. Et sur le front Est, plus encore que sur le front Ouest, c'est l'enlisement dans une guerre longue et totale qui va briser les reins de la dynastie des Romanov et ouvrir la voie à la révolution de 1917. Toutes les tentatives de retour à l'offensive du côté russe se soldent par des échecs. La démoralisation et les désertions se généralisent. Et dans le même temps, la situation économique de la Russie s'aggrave. Ça devient un véritable désastre. Les tensions sociales s'intensifient et les grèves voient le jour de plus en plus avec les cortèges de manifestations. L'union sacrée tant espérée par le tsar et son entourage a vécu. On intrigue dans les couloirs, on complote dans les palais, on tue Raspoutine dans le palais du prince Yusupov. Tout cela aboutit à la révolution de février 17, donc mars dans le calendrier grégorien, la révolution de 17, qui va donc déboucher sur l'instauration d'un double pouvoir, celui du gouvernement provisoire, d'abord le gouvernement de Lvov, et puis le gouvernement de Kerensky, et deuxième pouvoir, celui du soviet de Pétrograd. Le gouvernement provisoire décide de maintenir en place l'état-major tsariste, il maintient les alliances nouées par le régime tsariste avec l'entente, et il continue de combattre. Le soviet de Pétrograd, de son côté, appelle à une paix blanche. Lénine, dans ses thèses d'avril, appelle à la fraternisation sur des soldats du front. Le gouvernement provisoire poursuit la guerre, mais il est incapable de lancer une quelconque contre-offensive. Les troupes allemandes avancent sur le territoire russe, les désertions se poursuivent, se développent, et les troupes russes partent en débandade. En mai 1917, sous la pression des soviets, le gouvernement provisoire propose de réunir une conférence internationale à Stockholm, conférence qui sera sabotée à la fois par les empires centraux et leurs alliés social chauvins, et puis de côté de l'entente, exactement le même scénario. Mais dans la préparation de cette conférence de Stockholm, le mot d'ordre de paix sans annexion ni indemnité voit le jour et commence à nourrir des espoirs parmi les peuples. Les bolcheviks, devenus majoritaires au soviet de Pétrograd, renversent donc le gouvernement provisoire en novembre et le nouveau pouvoir bolchevique promulgue immédiatement un décret sur la paix qui va dénoncer les accords secrets signés par le régime tsariste et qui va proposer l'armistice avec la volonté d'aboutir à une paix démocratique et juste, sans annexion ni indemnité. Le 15 décembre 1917, un armistice suspend donc les hostilités entre la Russie et l'Allemagne. La négociation d'une paix avec l'Allemagne fait l'objet donc d'un débat parmi les dirigeants bolcheviques. 3 positions. Faut-il transformer la guerre en guerre révolutionnaire destinée... Alors, quelle guerre révolutionnaire? On y reviendra. Faut-il transformer la guerre en guerre révolutionnaire destinée à exporter la révolution comme l'avaient fait les soldats de l'an 2 au moment de la Révolution française? C'est la thèse défendue par Boukharine. Ou bien faut-il temporiser, faire traîner les négociations jusqu'à ce que la révolution éclate en Allemagne? C'est la thèse défendue par Trotsky. Ou bien encore, faut-il mettre fin au plus vite à la guerre, même au prix de conditions draconiennes, pour sauver la révolution d'octobre? Et c'est la thèse défendue par Lénine. En février 1918, l'Allemagne reprend l'offensive et menace Pétrograd. La position de Lénine l'emporte. Le 3 mars 1918, la Russie signe le traité de Brest-Litovsk avec la perte de nombreux territoires, la Finlande, les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, une partie de la Biélorussie et la moitié de l'Arménie. C'est au comité central
du 11 janvier 1918 qu'avait été discutée la question de la paix et de la guerre. Les communistes de gauche, dont faisait partie Ioffe et Trotsky, s'opposent à Lénine. Boukharine soutient la position de Trotsky, ni guerre ni paix, parce que lors du vote, les communistes de gauche n'espéraient plus le succès du mot d'ordre de guerre révolutionnaire immédiate. Il y avait eu seulement 2 votes pour. Et donc, le vote donne la prépondérance à la position de Trotsky, qui reçoit 9 voix contre 7. Pour surmonter la résistance à la conclusion de la paix et convaincre ceux qui suivaient les partisans de la guerre révolutionnaire, Lénine propose alors de faire traîner les pourparlers au maximum. Cette proposition est acceptée par 12 voix contre 1. Je crois que c'est la voix d'Ioffe qui est contre. Et Lénine dit, à la suite de ce vote, pour temporiser, il faut un temporisateur, et donc il désigne Trotsky pour conduire la délégation russe à Brest-Litovsk avec Ioffe. Le 8 mars, les 6 et 8 mars 1918, du 6 au 8 mars 1918, il y a, se tient le comité central, et Lénine fait le discours de clôture. Je voudrais reprendre quelques éléments de ce discours de clôture pour terminer aussi mon propos, parce qu'il illustre bien toute la situation au moment du traité de Brest-Litovsk et ce que signifie le traité de Brest-Litovsk. C'est Boukharine qui a conclu les débats par une envolée contre Lénine, contre les partisans de la paix immédiate. Et Lénine dit: camarades, permettez-moi de commencer par des observations relativement brèves, de commencer par la fin. En terminant son discours, le camarade Boukharine a été jusqu'à nous comparer à Petliura. Petliura qui, en Ukraine, organisait, au nom de l'indépendance de l'Ukraine, les pogroms contre les Juifs. Il dit: si tel était le cas, nous n'aurions rien à faire dans le même parti. Mais la réalité, c'est que pour les 9/10 des propos, nous sommes d'accord avec Boukharine. Et donc il balaye d'un revers de main le propos provocateur de Boukharine pour reprendre d'autres arguments avancés par des membres du comité central. Et il parle par exemple de Riazanov, le camarade Riazanov, donc dont il se moque un peu en disant: tiens, pour une fois, Riazanov a dit quelque chose de sérieux. Il a dit que Lénine cède de l'espace pour gagner du temps. C'est presque une considération philosophique, dit Lénine, mais il a raison. Il a raison. Il dit: c'est comme une exception qui confirme la règle. Pour une fois, Riazanov dit quelque chose de fondé. Il est vrai que je veux céder de l'espace à celui qui, en fait, est vainqueur pour gagner du temps. Pour gagner du temps, dit Lénine, parce que c'est là, et seulement là, le fond de la question de tout le débat qui nous agite depuis des semaines et des semaines. La question de la guerre révolutionnaire, la question de l'ascension de la paysannerie, etc., tout ça, c'est du baratin. Tout ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui comment nous nous disposons par rapport au fait qu'il nous faut gagner du temps pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. Et il dit, Boukharine prétend qu'il ne peut pas y avoir 2 opinions au sujet de la possibilité de faire la guerre. Et quand il dit demander à n'importe quel militaire, Lénine précise qu'il a noté les paroles de Boukharine. Donc Boukharine dit demander à n'importe quel militaire. Eh bien, moi je réponds, dit Lénine à Boukharine, que j'ai parlé à un militaire, j'ai parlé à un officier français. Et cet officier français, en me regardant d'un œil mauvais, ce qui va de soi, dit-il, puisque j'ai vendu la Russie aux Allemands, cet officier français m'a dit: je suis royaliste, je suis partisan de la monarchie également pour la France, je suis partisan de la défaite de l'Allemagne, n'allez pas croire que je suis un partisan du pouvoir des soviets. Comment aurais-je pu le penser un seul instant, dit Lénine. Mais j'étais d'avis que vous deviez signer le traité de Brest-Litovsk parce que c'était indispensable. Lénine se tourne à nouveau vers Boukharine et lui dit: voilà ce qu'il en est de votre demander à n'importe quel militaire. N'importe quel militaire dira ce que j'ai dit, il fallait signer le traité de Brest-Litovsk. Et il poursuit, et il dit: nous sommes ici chez nous, nous sommes entre camarades au comité central, nous sommes à notre propre congrès, nous n'avons rien à nous cacher, et il faut dire la vérité. Or, la vérité, c'est qu'il y avait 3 courants au sein du comité central. Le 17 février, Lomov et Boukharine n'ont pas pris part au vote. J'ai demandé de reproduire les résultats du scrutin et d'en faire un tirage.
Chaque membre du parti peut se rendre au secrétariat et consulter donc les résultats du vote historique du 21 janvier qui montrent que ce sont eux, Boukharine, Lomov et leurs camarades, qui hésitaient et non pas nous, Lénine et les partisans de la paix, qui disions « acceptons, faute de mieux, la paix de Brest-Litovsk pour préparer la guerre révolutionnaire ». À l'heure actuelle, continue Lénine, nous avons gagné 5 jours pour l'évacuation de Petrograd. Lorsque le camarade Boukharine a commencé son discours de clôture en posant une question fracassante, la guerre est-elle possible dans le plus proche avenir? J'ai été particulièrement surpris. Et je lui réponds sans hésitation, oui, la guerre est possible, mais pour le moment, il faut accepter la paix. Il n'y a là aucune contradiction. Et donc il continue, il parle de Radek. Voilà, Radek a dit, il n'y a pas ici la moindre trahison, la moindre honte, car il est clair que vous avez reculé devant une force militaire écrasante. C'est là une appréciation qui démolit toute la position de Trotsky. Lorsque Radek dit « il faut rassembler nos forces, serrer les dents », c'est exact, et j'y souscris sans réserve. Il faut se préparer sans fanfaronnade, il faut serrer les dents. Déclarer en ce moment la guerre à l'Allemagne, c'est se laisser prendre à la provocation de la bourgeoisie russe. Ça, ce n'est pas nouveau, parce que pour la bourgeoisie russe, c'est le plus sûr moyen, en nous entraînant à la guerre, de nous faire tomber, et donc de faire tomber le gouvernement révolutionnaire. La position donc de Lénine, quand il parle devant le comité central, elle est claire. Il dit nous aurions pu, il y a maintenant plus d'un mois, décider tout de suite de faire la paix avec les empires centraux. On a choisi à un moment donné, pour concilier les positions, de faire traîner au maximum les pourparlers. On est allé jusqu'au bout de cette stratégie. Mais après, le résultat des courses, c'est que quand les discussions ont continué au sein du comité central et à force de vouloir essayer de concilier les positions des uns et des autres, eh bien, on a non plus un mois devant nous, mais on n'a plus que 5 jours. Et Lénine dit 5 jours, ça nous suffit quand même, mais on a perdu un temps précieux. Pour quoi faire? Eh bien, on a perdu un temps précieux pour préparer l'armée, pour préparer les soldats à une toute autre situation. Et il dit à Pskov, l'armée allemande a pris l'offensive, elle a occupé les villages, elle a brûlé les villages, elle a martyrisé les paysans. Et il dit, nous, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est faire venir les soldats, faire venir les paysans de Pskov, qu'ils expliquent à nos soldats ce qui s'est passé. Et que le soldat russe comprenne que là, la guerre qui est là, la guerre qui s'annonce, ce n'est plus la guerre de l'impérialisme russe contre l'impérialisme allemand, c'est la guerre de défense de la révolution russe. Et que donc il n'est plus le soldat soumis à l'autocratie du tsar, il est le soldat qui combat pour sa révolution, pour son gouvernement. La guerre révolutionnaire, dans l'esprit de Lénine, c'est celle-là, c'est pas la guerre révolutionnaire des soldats de l'an 2, c'est la guerre de la défense du jeune pouvoir soviétique, c'est la guerre qui doit permettre de faire face à la coalition de ceux qui, juste quelques semaines auparavant, se massacraient faisaient sur le dos de leurs différents peuples et qui s'allient contre le pouvoir russe, puisque aussi bien l'entente que les empires centraux vont se coaliser contre la révolution russe. Je pense que cette position, je terminerai là-dessus, cette position de Lénine, rejoint par Trotsky dans le traité, autour du traité de Brest-Litovsk, pour défendre le gouvernement soviétique et la jeune révolution. Cette position, on peut peut-être la résumer avec quelque chose que vous connaissez bien, c'est la chanson du déserteur de Boris Vian, où il y a 2 versions. Il y a une version soft, et puis il y a la version hard qui dit et dites-leur que nous gardons nos balles pour nos propres généraux. Je vous remercie.